Je suis Alan Kierman, professeur émérite à Aix-Marseille Université et à l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai été professeur dans le passé en Angleterre, aux États-Unis et en Belgique et en Italie. Pourquoi je suis venu à l'économie au départ? C'était parce que j'étais vraiment intéressé par les phénomènes économiques et je pensais qu'il y avait des problèmes très importants à résoudre. Et j'imaginais qu'en étudiant l'économie, ça allait m'aider à trouver les réponses. En réalité, je me suis trouvé en train de faire l'économie très mathématique et travaillant dans l'équilibre général, etc. Et ce n'est qu'après quelques années que je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas en train de faire ce que j'avais comme objectif au départ. Donc, j'ai beaucoup modifié mon trajectoire et j'ai commencé à étudier comment les marchés en réalité fonctionnent, comment les gens interagissent et comment les effets sociaux pourquoi ça c'est important en déterminant les résultats économiques et comment on peut répondre aux problèmes, les grands problèmes économiques et sociaux qu'on a à travers cette vision beaucoup plus d'un système de gens qui interagissent plutôt qu'un modèle d'un individu isolé qui optimise tout seul, etc., qui est le modèle classique de l'économie. L'économie est une science prédictive et est-ce que des phénomènes comme des phénomènes de l'environnement ont un impact sur notre capacité de faire des prévisions? Mais d'abord, il faut noter que les économistes sont extrêmement mauvais en prédiction. Et ce qui est curieux, c'est que malgré le fait qu'on sait ça, et tout le monde critique ça, on continue à prendre ces prévisions au sérieux. Chaque fois que l'OCDE ou l'Union européenne disent « mais malheureusement la France ne va pas réduire le déficit à 3%, mais ça serait 3,7%. » Tout le monde dit « ah mais ça c'est catastrophique, c'est terrible ». Mais en réalité, on sait très bien que dans 6 mois, on va dire « ah mais finalement c'est trompé, ça va être 3,8 ou ça va être 3,2 ou ça va être 4,5 ». Et à ce moment-là, tout le monde va reprendre ces prévisions au sérieux. Donc je pense qu'il faut accepter le fait que les économistes actuels, avec les modèles actuels, sont très mauvais en prévision et on est pire que les météorologues. Donc il ne faut pas penser que c'est... Donc une fois ceci dit, est-ce qu'on incorpore bien dans nos modèles les problèmes de l'environnement, etc. Et je pense pas trop bien. Et en plus, il ne faut pas oublier que ces problèmes sont des problèmes largement politiques. C'est-à-dire qu'on a la crise, on dit « ah, mais pendant la crise, on ne peut pas dépenser autant d'efforts sur l'environnement ». Mais en réalité, ça c'est une décision politique parce que peut-être on pourrait dire, étant donné qu'on est en crise, on doit faire des investissements. Et pourquoi pas faire ces investissements dans l'environnement pour l'avenir, au lieu de dire mais il faut quand même tout couper maintenant, tout restreindre. Et donc ça c'est des décisions beaucoup plus politiques qu'économiques. Et malheureusement, personne ne calcule à long terme les effets de ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que plutôt que d'essayer de donner des chiffres exacts, on devait d'abord donner des marges, expliquer pourquoi on est dans un certain intervalle, quelles sont les choses qui vont peut-être nous mettre plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, mais on a créé un genre de modèle très rigide, très spécifique, et il faut aussi accepter qu'il y a d'autres modèles et regarder un genre de consensus de prévision de gens avec d'autres types de modèles, et peut-être comme ça on va s'en sortir mieux. Et deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des politiques qui peuvent s'adapter tout le temps. C'est quand on voit que l'évolution n'est pas ce qu'on veut, au lieu de dire ah, c'est terrible, c'est très décevant, il faut aussi dire mais si on voit ce qui se passe, on peut s'adapter. Au lieu de dire je prends une mesure, je donne un chiffre, 3%, et puis après, dire, mais si on n'a pas atteint ça, qu'est-ce qui est arrivé? Plutôt dire mais si on ne va pas vers ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc d'avoir une attitude beaucoup plus souple, de s'adapter tout le temps à l'évolution des choses. Le problème de l'environnement, c'est qu'on est très très myope. Et il faut absolument qu'on change cette attitude-là parce que tout le monde pense que on va trouver une solution où
ça, on peut faire ça plus tard, mais c'est clair qu'on doit agir maintenant. Alors, je pense que ce genre d'événement est très important et ça serait vraiment dommage que ça disparaisse pour plusieurs raisons. En partie, cette idée de présenter des choses interdisciplinaires à un grand public, ça c'est important, mais aussi c'est une occasion pour le public de réagir, de dire, quand quelqu'un dit quelque chose, de dire mais non, je ne suis pas d'accord, ou on a vu ça aujourd'hui et quelqu'un peut réagir. Le danger de ce genre d'événement, si on laisse simplement les personnes parler, puis après on a l'autre qui suit, c'est que si on a quelqu'un qui a une capacité de persuasion assez importante, il peut quelquefois faire une distorsion parce qu'on a quelqu'un qui prêche très bien, tout le monde dit ah, mais ça c'est sérieux, et quelques chiffres derrière, on commence à être convaincu de ce qu'il dit. Et le problème, c'est que les gens ont tendance à donner les mêmes points. Ici, ce qu'on voit, c'est que même si on a quelqu'un comme ça, le public, et il y a des experts dans le public, peuvent réagir, dire mais non, on n'est pas d'accord avec vous. Par exemple, sur les problèmes de changement climatique, on peut avoir quelqu'un qui est très convaincant, qui dit mais on s'occupe beaucoup trop, c'est pas dû à l'activité humaine. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui expliquent qu'on a toutes sortes d'évidences qui sont en contradiction avec ce que vient d'être dit. Et donc ça, c'est important, ce genre de débat, et que le public voit ça. Parce que si on prend le journal, on peut dire que tous ces arguments sont disponibles dans le journal, mais le poids qui est donné à chaque argument semble être égal dans un journal. Tandis qu'ici, on voit les opinions qui se confrontent, et à ce moment-là, la personne peut vraiment faire un jugement pour lui-même. Plutôt que de dire, il y a un article qui dit ça, un autre article qui dit ça, je ne sais pas quel poids je dois donner à ces articles. Mais là, on sent qu'il y a un certain groupe ou un poids d'un côté et de l'autre. Et à ce moment-là, ce conflit est très important pour le public, parce que souvent, ils ne sont pas au courant qu'il y a un conflit, un désaccord. Dan McFadden parlait de est-ce qu'il faut vraiment tenir compte des générations futures. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on escompte les bénéfices pour les générations futures. Mais Nick Stern, qui a fait le rapport Stern sur l'environnement, a dit, pour moi, on n'a pas le droit d'escompter les droits des jeunes. Il faut donner le même poids aux générations futures qu'à la génération actuelle. Et ça, c'est une contradiction avec la méthode standard en économie, ce qui est de dire on donne beaucoup de poids pour cette génération, un peu moins de poids pour la génération après, etc. Et ça, c'est un débat réel, et c'est quelque chose qu'il a évoqué et qui mérite d'être débattu. Et ça, c'est une possibilité pour les gens de voir ça. Donc je pense que c'est très important que les tables rondes continuent.